bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, je voulais qu'on parle de quelque chose d'un petit peu différent pour commencer à célébrer mes 10 ans au Canada. Je voulais qu'on parle de ce que je ferais aujourd'hui si je déménageais au Canada en 2024. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses que j'ai faites, mais il y a aussi des choses que j'ai pas faites et avec le recul, maintenant je me dis que ça aurait simplifié ma vie. Donc je me suis dit que je pouvais collecter toute mon expérience des dernières années et mettre ça dans une vidéo pour vous aider à vous préparer au mieux à ce gros projet. Je trouvais intéressant de vous parler de comment je ferais les choses si je les faisais aujourd'hui par rapport à 2014, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et la chose principale qui a changé, c'est l'accès à l'information que vous avez aujourd'hui et que je n'avais pas quand j'ai déménagé ici en 2014 par exemple, tout bêtement, et vous allez avoir l'impression que j'ai déménagé au temps des dinosaures, mais à l'époque personne ne partageait sur Instagram ou sur YouTube ou sur les blogs, enfin c'était pas quelque chose de courant, donc c'était difficile de trouver l'information. Mais le truc qui va encore plus vous surprendre, et surtout si vous êtes plus jeune, c'est que Netflix n'était pas disponible en France encore à l'époque. Donc c'était beaucoup plus difficile d'accéder à du contenu en anglais, par exemple, pour pratiquer avant de déménager ici. Et c'est vrai que du coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir déménagé à l'âge de pierre quand je vous dis ça, alors que c'était il y a seulement 10 ans. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et je vis à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je partage au quotidien la vie à Toronto en français, et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et prochains ateliers. Alors j'ai divisé en plusieurs catégories pour que c'est plus de cohérence et que ce soit plus simple pour vous à suivre, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous donner un petit peu de contexte. Cette année, ça fera donc 10 ans que je suis arrivée. J'ai vraiment du mal à y croire quand je l'écris, quand je le dis à voix haute, parce qu'à la base, j'étais seulement venue à Toronto pour 1 an. Je suis arrivée en juillet 2014 avec un PVT d'1 an, donc un permis vacances-travail, et en juin 2015, j'ai suivi le plan initial et je suis rentrée en France. Après quelques mois en France, j'ai eu la possibilité de redemander un deuxième PVT de 2 ans. En fait, en 2015, ils ont changé, le PVT est passé de 1 an à 2 ans pour les Français au Canada, et toutes les personnes qui avaient seulement fait un visa d'1 an dans la même catégorie, donc la même catégorie que le PVT, on pouvait redemander en fait un deuxième PVT de 2 ans. Donc c'était vraiment une super opportunité et ça m'a permis de pouvoir redemander en fait un nouveau PVT et de pouvoir repartir, retenter l'expérience, parce que j'avais cette impression de ne pas avoir terminé ce que j'étais supposée faire ici. Et avec le recul, on se rend compte que j'avais raison, puisque maintenant, 10 ans plus tard, je suis toujours là. Si jamais vous avez plus de questions sur mon parcours d'immigration, j'ai une vidéo complète là-dessus où je reviens sur chaque visa, comment ça s'est passé, tout ça. Je vous mettrai ça dans la barre de description. Alors, on va commencer par la vie sur place, et mon premier conseil, et ça c'est quelque chose qui s'applique aujourd'hui, comme je vous disais, mais qui ne s'appliquait pas à l'époque où moi je suis arrivée, c'est que je suivrai des francophones au Canada sur les réseaux sociaux pour avoir différents avis. D'ailleurs, c'est pour ça que sur mon blog, j'ai des listes de francophones à suivre sur Instagram et sur YouTube, parce que je pense que c'est important de suivre des gens qui ont des parcours différents, des personnalités différentes, des façons de voir les choses différentes, parce que c'est vrai que par exemple, moi, je suis arrivée toute seule. Alors aujourd'hui, on me voit en couple et tout ça, donc on n'y pense pas toujours, mais je suis arrivée vraiment toute seule, j'ai fait toutes mes démarches toute seule et j'ai compté sur personne. Et en fait, quand on s'est mis en couple, j'étais déjà résidente permanente. Donc en fait, de l'avoir rencontré, ça n'a absolument rien changé par rapport à mon statut d'immigration ici. Et c'est vrai que je reçois beaucoup de messages en fait de femmes seules qui me disent qu'elles aussi, elles veulent tenter l'aventure et que ça les rassure de voir en fait que moi, je suis venue toute seule et que je m'en suis sortie. Parce que c'est vrai que la représentation principale qu'on voit quand même sur les réseaux, c'est souvent soit des couples, soit des familles. Mais non, on est plusieurs à avoir débarqué toute seule ou tout seul, et on s'en est très bien sortis. Voilà, l'idée en fait c'est vraiment de diversifier les types de comptes que vous allez suivre pour avoir des perspectives différentes. Ça va vous permettre d'avoir une idée de la vie sur place, de voir le quotidien, mais aussi de poser des questions en direct à des gens qui vivent sur place. Vous savez, parfois on fait des sessions questions-réponses, c'est le bon moment pour poser des questions, parce que la question que vous avez, ça va peut-être aider d'autres personnes. Donc voilà, c'est un accès en direct en fait à la vie et l'expérience de gens qui sont déjà sur place. Pour compléter ça, je vous dirais aussi de ne pas rester seulement sur du contenu
en français, mais je m'abonnerai aussi à des locaux pour voir la vie sur place et découvrir la perspective de gens qui habitent depuis longtemps ou qui habitent depuis toujours sur place, ne serait-ce que pour avoir les recommandations des locaux, de restos, d'endroits où aller, de visites qui sont peut-être moins touristiques et du coup plus authentiques. Donc ça fait, je trouve, un bon complément en fait d'avoir des gens qui vivent la même expérience que vous et des locaux. Je ferai aussi des recherches sur les sujets importants pour vous. Je sais qu'on trouve beaucoup plus d'informations sur le Québec, mais vraiment renseignez-vous sur les autres provinces pour savoir si finalement le Québec c'est vraiment par exemple la province où vous voulez aller, pour vraiment considérer toutes vos options. Parce qu'en fait les choses sont vraiment différentes d'une province à l'autre, mais surtout entre le Québec et les autres provinces. Par exemple, la résidence permanente, c'est pas les mêmes démarches que vous soyez au Québec ou pas. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte et essayer d'avoir vraiment une image globale plutôt que de seulement vous concentrer sur un point. Vraiment prendre en considération les choses qui sont essentielles pour vous et de faire des recherches à ce niveau-là. Ensuite, on change de sujet et on va parler des visas. Et c'est vrai que à mon arrivée ici, comme j'étais persuadée de rester seulement pour 1 an, je ne me suis pas du tout posé de questions sur comment je pouvais rester parce que le plan était de rester 1 an. J'ai fini mon année, je rentre et je ne voyais pas du tout ma vie sur le long terme ici. C'est quand même assez ironique. Donc mon conseil, c'est que si vous ne venez pas en tant que résident permanent, parce qu'il y en a qui peuvent arriver déjà en tant que résident permanent, renseignez-vous sur les possibilités pour prolonger votre visa ou enchaîner sur un autre visa après celui que vous avez. Que ce soit un PVT, une mobilité francophone, un permis fermé, un visa étudiant, renseignez-vous sur les possibilités après. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que des fois, il va falloir remplir certaines conditions dans le visa actuel pour être éligible pour le visa suivant. Par exemple, quand vous êtes en PVT et que vous voulez demander une résidence permanente, il va falloir avoir travaillé dans une certaine catégorie d'emploi et un certain nombre de mois dans cette catégorie-là pour pouvoir être éligible pour la résidence permanente. Sauf que si vous commencez à vous renseigner 2 mois avant la fin de votre visa, vous ne pourrez pas remplir ces conditions-là. Et donc, ça va vraiment compliquer les choses pour continuer votre vie ici. En connaissant les règles dès le départ, vous pouvez vous ajuster et chercher un emploi qui correspondra pour être éligible pour demander la résidence permanente. L'autre chose, c'est que je vois énormément de gens sur les groupes Facebook qui commencent à s'inquiéter pour la suite de leur visa 1 mois avant. Et qui vont être là à se dire « Ah bah en fait, la vie ici, elle me plaît, j'aimerais bien rester plus longtemps. Comment je prolonge mon visa? Comment je prolonge mon PVT? Comment je fais ci? Comment je fais ça ?» Alors il y a des possibilités, hein. On ne peut pas prolonger le PVT, mais il y a des possibilités pour enchaîner avec un autre visa, sauf qu'il faut garder en tête que les démarches, elles sont longues et qu'il vaut mieux avoir une idée pour se préparer au mieux. D'ailleurs, j'ai un guide complet pour la résidence permanente sur mon blog. Il y a des dizaines et des dizaines, j'ai envie de dire des centaines de Français qui s'en sont servis à Toronto pour pouvoir rester au Canada et avoir leur résidence permanente. Donc c'est vraiment un guide très très complet que je vous mettrai dans la barre de description. Et ça, je vous conseille vraiment de jeter un œil avant pour avoir les conditions. Ça ne veut pas dire que ça vous engage à le faire, mais ça veut dire que vous allez vous préparer au niveau des conditions, vous allez vous préparer au niveau du budget qu'il va vous falloir et que vous allez surtout garder les portes ouvertes au lieu de devoir quitter le pays parce que vous vous retrouvez face à un mur et que vous avez plus de possibilités. Et ça, c'est valable aussi pour les gens qui veulent enchaîner avec une mobilité francophone. Tous les employeurs ne sont pas d'accord de le faire. Oui, c'est pas très compliqué, oui, ça coûte pas très cher, mais il y a des employeurs qui n'ont pas envie de s'embêter avec ça. Donc ça, c'est des conversations à avoir assez tôt avec votre employeur si vous voulez rester avec eux, que vous voulez rester au Canada, mais que soit vous n'avez pas le temps de faire la résidence permanente, soit vous n'êtes pas encore éligible, soit vous n'avez pas l'argent, soit vous n'êtes pas sûr que vous voulez investir là-dessus. Je le répéterai jamais assez, mais mieux vaut être préparé et avoir les informations et ne pas en avoir besoin plutôt que de penser que tout va être facile et au final de se retrouver au pied du mur. J'ai mis beaucoup d'énergie dans ce point-là, mais c'est vraiment un point qui me tient énormément à cœur parce que je trouve ça toujours bête en fait de voir des gens qui ne peuvent pas rester parce qu'ils ne se sont pas préparés. Voilà. Ensuite, quelque chose que je ferai, c'est améliorer mon anglais, pratiquer avant de venir. Alors honnêtement, je me suis dit que j'allais le faire. En fait, après dans comment dire, la folie des dernières semaines, des derniers mois, j'ai pas mis autant d'efforts que ce que j'aurais pu faire pour améliorer mon anglais avant de partir. Je m'en suis sortie, j'avoue que ça m'aurait vraiment aidé de réviser plus avant de partir. Donc aujourd'hui, si je devais le refaire, je suivrais des gens sur YouTube en anglais pour pratiquer parce que comme ça, c'est des sujets qui nous intéressent, c'est fun et on ne se rend pas vraiment compte qu'on est en train d'apprendre. Et je regarderai aussi toutes les séries en anglais en mettant les sous-titres en français au début et en basculant après les sous-titres en anglais parce qu'au début, ça permet d'habituer l'oreille tout en comprenant parce qu'on peut aussi lire, mais ensuite quand on bascule vraiment tout en anglais, ça permet aussi d'apprendre à écrire les mots. Donc je trouve que c'est complémentaire.
Gardez en tête que moi à l'époque, en 2013-2014, quand je préparais mon déménagement au Canada, Netflix n'était pas disponible en France, donc c'était beaucoup plus difficile d'accéder à du contenu en anglais et donc j'avais beaucoup plus de mal à pouvoir pratiquer. Je me rappelle que je disais aux gens, oui, je regarde Friends avant de partir, mais je regardais en français, donc ça n'avait aucun intérêt, à part que ça, c'était un bon divertissement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Pratiquez votre anglais avant de venir. Un autre point super important, si jamais vous décidez de déménager sur le long terme au Canada, ce qui n'était pas mon cas, puisque moi j'avais décidé de venir pour un an, donc la pression n'était pas la même, c'est que je vous recommande vraiment de venir visiter l'endroit où vous espérez déménager, parce que c'est une très très grosse étape et ça engage beaucoup de frais, ça engage quand même de quitter ce qu'on a connu, ça engage aussi peut-être votre famille si vous décidez de venir en famille et c'est pas des changements à prendre à la légère si jamais vous voulez faire ça sur le long terme et que vraiment c'est là où vous voulez continuer votre vie. Et si je vous dis ça, c'est parce que je trouve que l'état d'esprit concernant l'immigration au Canada a beaucoup changé sur les 10 dernières années. Quand moi je suis venue, pour beaucoup l'idée c'était de venir passer un an ici, améliorer son anglais, ajouter une ligne sur le CV et de rentrer en France ou d'aller dans un autre pays. Aujourd'hui, j'entends beaucoup plus de projets de vie, de déménagement sur le long terme. Et j'ai 4 explications possibles selon moi. Donc ça reste mon analyse, hein. Je ne suis pas experte et j'ai pas fait des études là-dessus, mais par rapport à tout ce que j'ai pu observer, le premier gros changement que j'ai noté, c'est que le PVT est passé à 2 ans, donc avec ces 2 ans, vous avez plus de temps pour être éligible à la résidence permanente et donc faire les démarches pour pouvoir rester sur le long terme. Ça laisse aussi une période d'essai plus longue pour savoir si on a envie de rester, si la vie ici nous plaît et si on se voit investir sur la résidence permanente. Et donc ça nous permet d'avoir plus d'éléments pour savoir si on veut rester sur le long terme. Ensuite, il y a aussi l'arrivée d'Entrée Express qui est le programme de résidence permanente hors Québec qui a facilité l'immigration hors Québec depuis son arrivée en 2015. Ça a été aussi un gros changement parce que ça a grandement simplifié les démarches pour rester au Canada. La troisième raison aussi, c'est que la qualité de vie en France s'est dégradée ces dernières années. J'ai vraiment senti la différence en fait entre mon arrivée où on venait vraiment avec l'objectif d'apprendre l'anglais, découvrir une autre culture, alors que là j'entends beaucoup plus de gens qui veulent vraiment quitter la France et qui explorent le Canada comme une option parce que même si les visas ne sont pas faciles, hein, loin de là, ça reste un des pays en fait au niveau de l'immigration qui a des visas les plus accessibles, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que ça tout aligné en fait, ça donne plus envie aux gens de tenter de l'expérience ici. Et le dernier point, et celui-ci j'y contribue par rapport à ce que je fais, hein, j'imagine, mais c'est les réseaux sociaux. On est beaucoup plus capable aujourd'hui de connecter avec des gens dans le monde entier et de voir ce que pourrait potentiellement être notre vie dans un autre pays. Donc ça fait rêver et ça donne envie de tenter sa chance. Et de voir aussi que des gens comme vous et moi ont pu le faire, je pense que ça aussi encourage en fait les gens à se dire que si un tel a été capable de le faire, pourquoi moi je ne serais pas capable de le faire. Mais je pense vraiment que les réseaux sociaux ont amplifié cette envie de venir s'installer sur le long terme au Canada. On change de catégorie et maintenant on va parler de l'administratif et s'il vous plaît prenez des notes parce que c'est probablement une des parties les plus importantes de cette vidéo. On prépare bien tous ces papiers pour le Canada, on se fait un dossier. L'organisation est clé vraiment dans un projet de vie comme ça. On trie tout correctement, on s'assure d'avoir des versions papier. Moi j'avais tout en double. On s'assure de le mettre dans le sac à dos aussi, dans un endroit accessible pour quand on arrive à l'aéroport et qu'il faut passer à l'immigration. On s'assure aussi d'avoir tout de dispo, bien rangé, bien organisé et accessible dans le Google Drive. Ça veut dire que on le met accessible hors ligne, hors connexion, parce que quand vous allez arriver, c'est possible que vous n'arrivez pas à vous connecter au Wi-Fi de l'aéroport. Je sais qu'il y a plein de gens maintenant qui déménagent en utilisant Free, mais c'est possible que votre téléphone ne fonctionne pas. Ne misez pas tout sur la connexion. Il y a une option dans Google Drive pour avoir accès à ces dossiers hors connexion, utilisez-la. En ce qui concerne les papiers importants que vous allez laisser dans votre pays d'origine, je vous encourage à vraiment tout étiqueter dans un dossier avec tous les papiers importants, que ce soit bien organisé, que ce soit clair pour votre famille. Comme ça, si jamais ils doivent fouiller dans vos papiers pour envoyer un truc, c'est beaucoup plus facile pour eux. On a souvent rigolé comme quoi mon frère était mon assistant en France, mais en vérité, c'était pas fun pour eux de devoir gérer tous vos problèmes à distance avec le décalage horaire. Donc si vous leur avez déjà simplifié cette tâche-là où les choses sont bien organisées et qu'ils peuvent directement aller chercher les choses sans avoir à galérer, vous allez leur simplifier la vie
et faire en sorte qu'ils vous détesteront un petit peu moins quand ils auront à s'occuper de vos papiers. Dans la même lignée, tous ces papiers importants, j'en ferai un dossier que je garderai dans mon Google Drive où je peux y accéder facilement. C'est vrai que c'était pas vraiment une option à l'époque, moi, quand j'ai déménagé, donc c'était des photos dans mon téléphone, ce qui n'était pas idéal pour faire des recherches. Mais si vous changez bien tous les noms, si vous faites des dossiers et tout ça dans votre Google Drive, vous allez gagner un temps fou. Ensuite, on pense bien au changement d'adresse. Moi, j'avais tout envoyé dans ma famille. On centralise sur une adresse, donc on choisit une personne dans la famille qui va tout recevoir, mais comme ça, c'est bien centralisé, que ce soit pour les impôts, pour la banque, pour la sécu, tout ce qu'on pourrait potentiellement en fait recevoir, tout changer à la même adresse, comme ça, tout est centralisé. Et en parlant du courrier qu'ils vont recevoir pour nous, je vous encouragerai aussi à prévoir une boîte. C'est ce qu'on a fait nous avec mon frère, c'est qu'il y a une boîte en fait où ils vont déposer tout mon courrier. Comme ça, quand je rentre en vacances, c'est tout centralisé. J'ai juste à prendre les enveloppes, à dire ok, ça je veux, ça je veux pas, ça je veux pas, machin, ça c'est pas important. Après, il sait aussi par exemple que si c'est la banque, il peut l'ouvrir. Voilà, il faut donner les autorisations en disant bah, si c'est la banque ou si c'est un truc que tu as l'impression que c'est urgent. Après, j'ai rien à cacher à la personne à qui je fais confiance. J'ai rien à cacher à ma famille, donc j'attends pas de trucs particuliers. Donc je leur ai dit, voilà, s'il y a une enveloppe qui vous semble, ou envoyez-moi l'enveloppe en photo, par exemple. Donc ça, c'est hyper important de bien communiquer là-dessus pour qu'ils sachent quoi faire avec votre courrier en votre absence. Ensuite, une autre chose à faire, nous on s'en était occupés, mais c'est de faire des procurations sur vos comptes bancaires à une personne de confiance. Moi, ça a été mon frère, ça a simplifié les choses sur place parce que si jamais il y avait besoin d'un truc à la banque, il pouvait y aller et s'en occuper. Donc ça, c'est vraiment aussi à ne pas oublier parce que dans l'euphorie du départ, on peut oublier ce genre de choses, mais vraiment, ça va vous simplifier la vie quand vous allez être loin. Ensuite, on change de sujet et on va parler d'argent. On parlait de banque juste à l'instant. Suivant l'argent que vous avez en France, j'ouvrirai un compte avec une banque en ligne avant de partir pour conserver un compte bancaire en France si besoin et surtout avec des frais minimum. Après quelques années ici, j'ai fermé mon compte à la Société Générale. Ça a été très compliqué de le fermer. Franchement, ils m'ont fait vivre l'enfer pour le fermer et je sais qu'on était plusieurs ici à fermer nos comptes en même temps à la Société Générale et on a galéré avec eux. En fait, ça devenait trop compliqué à gérer à distance et surtout qu'on me rajoutait des frais pour ci ou pour ça pour un compte qui ne bougeait pas vraiment parce que finalement, je m'en servais quand j'étais en vacances. Donc, j'avais ouvert un compte Boursorama Banque juste avant de partir. Si je vous conseille de le faire avant, c'est qu'en fait, c'est plus simple d'ouvrir un compte en banque en France quand vous avez un justificatif de domicile. Donc, si vous le faites avant de partir, même si vous n'avez pas grand-chose dessus, vous mettez les frais au minimum et ça vous permettra d'avoir une option sur le long terme. J'en vois beaucoup qui galèrent après quelques années en fait à ouvrir des comptes bancaires en France. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous ne vous rendez pas compte que vous allez avoir besoin d'un compte bancaire en France, mais admettons que vous ayez quelqu'un dans votre famille qui va vous donner de l'argent ou que vous héritiez de quelque chose. C'est beaucoup plus simple d'avoir un compte en France, ça va simplifier les démarches. Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est juste un point important et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et ça, évidemment, je le sais parce que j'ai 10 ans de recul. Je n'en étais pas du tout consciente à l'époque. À l'époque, quand j'ai ouvert mon compte Boursorama Banque, c'était pas du tout dans cette idée-là. Mais si jamais ça peut vous éviter en fait de vous retrouver dans la situation où c'est beaucoup plus compliqué d'ouvrir un compte quand on ne vit plus dans le pays, autant vous partager cette information. Et ce que j'aimais bien aussi avec la banque en ligne, c'est qu'ils ne me demandent jamais de passer en agence. Je peux tout gérer par téléphone ou par email. Du coup, ça simplifie carrément la gestion de mon compte. Et ce que je disais aussi plus tôt, c'est que comme c'est un compte où je m'en sers principalement pendant les vacances, je voulais aussi une option où il y avait des frais qui étaient au minimum. Parce que j'ai pas envie de payer je ne sais combien de frais chaque mois pour un compte où finalement j'ai besoin de la carte bleue un mois dans l'année. Attention, un autre conseil aussi par rapport à la banque, c'est que si jamais vous avez prévu d'utiliser cette carte bleue pendant vos vacances en France, pensez à avoir des plafonds plus élevés parce que vous allez dépenser probablement beaucoup plus d'argent pendant les 2 semaines où vous êtes en vacances ou le mois où vous restez là-bas. Et c'est vrai que quand je suis restée, je crois, la première fois que je suis restée un mois, ben, je me suis retrouvée en fait avec ma carte qui était bloquée parce que j'avais atteint mes plafonds parce que c'était des vacances et que j'avais des réservations de train, d'hôtel, de machin et tout et que ça doit augmenter bien plus vite que ce que je dépense en temps normal. Franchement, j'ai fait augmenter, ça a été assez rapide. Ils m'ont d'ailleurs même envoyé la carte que j'ai pu mettre dans mon téléphone tout de suite pour pouvoir tout de suite m'en servir au lieu d'attendre que je la reçoive dans le courrier parce que je leur ai dit je suis pas là pendant encore super longtemps. Le temps qu'elle arrive, je vais presque être repartie. Donc ça, moi en tout cas, Boursorama Banque, j'en suis hyper contente. Je vous mettrai un lien dans la barre de description. Je crois que si je vous parraine, et c'est valable pour tout le monde, hein, donc c'est moi, c'est quelqu'un d'autre autour de vous, c'est pareil, c'est pas un traitement spécial, mais je crois que vous pouvez avoir de l'argent si jamais vous êtes parrainé par quelqu'un. Donc
Si c'est le cas, je vous mettrai un lien dans la barre de description. On continue avec le thème de l'argent, c'est que je mettrai à fond de côté. J'ai fait ce que j'ai pu à l'époque, j'ai fait mon maximum et je suis venue avec 5 ou 6 000 euros je crois, ce qui est bien bas dans l'économie actuelle et les prix des loyers à Toronto maintenant. À l'époque, mon loyer il était de 650 $ en coloc, donc c'est pas comparable avec aujourd'hui, vous trouverez rien à ce prix-là. Donc je mettrai à fond de côté parce qu'encore une fois, qui peut le plus peut le moins. Donc plus d'argent vous aurez de côté, plus tranquille vous serez pour votre arrivée ici. Un dernier point au sujet de l'argent, c'est que si jamais vous pouvez vous le permettre, je garderai des euros en France pendant les vacances parce que le dollar canadien est très bas. Donc en fait, payer des euros avec des dollars canadiens, à chaque fois, ça nous coûte 1,5 fois plus cher. Donc si vous pouvez vous le permettre, je garderai des euros en France pour les vacances. Et si jamais par exemple votre famille vous donne de l'argent pour Noël ou pour votre anniversaire et que vous pouvez vous permettre que vous n'en avez pas besoin ici, je garderai ça aussi sur un compte en France pour vous en servir pendant vos vacances. On passe maintenant sur la recherche d'emploi et ce que je ferai aujourd'hui si je déménageais au Canada en 2024, c'est que je demanderai des lettres de recommandation à tout le monde. J'en avais demandé une à mon ancien employeur, ça faisait 3 ans que j'étais là-bas et c'est mon job principal en France. Donc c'était quasiment le seul que je pouvais demander. C'est pas sûr que ça soit utile honnêtement parce que déjà c'est pas dans la même langue, mais qui peut le plus peut le moins encore une fois. Et demander quand vous êtes encore en contact avec eux, c'est beaucoup plus simple que attendre une fois que vous êtes ici et devoir faire les démarches par mail et tout ça. Alors que si vous êtes en face et que vous leur demandez, il y a des grandes chances que vous ayez un résultat plus positif. Un autre point, c'est que je me renseignerai bien sur les CV aux normes canadienne parce que c'est complètement différent du CV qu'on connaît en France et je suis sûre que c'est complètement différent de plein de pays dans le monde. J'avais assisté à un atelier avec la SEO quand je suis arrivée, ça m'a beaucoup aidé à me préparer et j'ai été opérationnelle du coup en quelques jours. Maintenant avec tout ce qui est disponible sur internet, vous pouvez commencer à faire vos recherches et mieux comprendre les différences entre le CV de votre pays d'origine et le CV canadien avant d'arriver. Ensuite, je postulerai dans les dernières semaines avant le départ pour pouvoir avoir des entretiens à l'arrivée. Honnêtement, postuler trop tôt, ça ne va pas vous aider parce qu'ils donneront toujours la priorité aux gens qui sont sur place avec un permis de travail actif et qui peuvent se déplacer pour un entretien. Mais le fait de commencer à postuler en fait juste avant de partir, ça va vous permettre de vous mettre dans le bain rapidement quand vous arrivez. Un autre point sur lequel je vous encourage à vous préparer aussi par rapport à l'emploi, ce que moi j'avais fait et je pense que c'est quand même un travail sur soi-même à faire avant de venir, donc c'est important d'en parler, c'est qu'il faut vous préparer à ne pas avoir le job de vos rêves direct. Il y a trop de gens qui s'obstinent à vouloir exactement le même statut qu'ils avaient dans leur pays d'origine et qui le veulent tout de suite. Mais il faut garder en tête que personne ne nous attend ici, il n'y a personne qui nous a demandé de venir, on n'a aucune expérience sur place, on ne connaît pas les règles, on ne connaît pas les codes et que ça va prendre du temps. Donc ça, c'est vraiment un travail à faire sur soi-même. Moi, je m'étais vraiment préparée à ça et ça a fait en sorte que mon arrivée, elle a été, je trouve, plus douce et surtout que j'ai été plus patiente et que je me suis pas sentie découragée. Parce qu'en fait, mon objectif, c'était vraiment de trouver un boulot, c'était pas de trouver ce boulot. C'était vraiment d'avoir un salaire, c'était vraiment d'assurer que j'avais des rentrées d'argent. Et je pense que d'avoir fait cette préparation avant, ça permet en fait d'éviter la déception qu'on peut avoir quand au bout de 3 mois, on n'a pas trouvé le job de ses rêves. Ça arrive, mais c'est pas le cas de la majorité des gens. Donc vraiment, mettez-vous ça en tête que c'est pas grave et c'est pas parce que vous aviez un super job dans votre pays d'origine que vous allez retrouver un super job tout de suite ici. Ensuite, on passe au logement et comme pour l'emploi, je demanderai des lettres de recommandation à mes anciens propriétaires pour les ajouter à votre dossier. Gardez en tête qu'en tant que nouvel arrivant, c'est super difficile de trouver un logement. Donc mettez vraiment toutes les chances de votre côté. C'est possible que ce ne soit pas dans la même langue, mais c'est pas grave. Ajoutez-le au dossier. Au pire, mettez l'original et mettez une traduction. Mais ça ne peut pas faire de mal pour appuyer votre dossier. Ensuite, je prendrai un Airbnb pour plusieurs semaines pour ne pas stresser sur la recherche de logement. Alors moi à l'époque j'avais pris seulement 1 semaine, mais gardez en tête que c'était vraiment une dynamique complètement différente à l'époque et que c'était beaucoup plus facile pour trouver un logement. Enfin, on pouvait arriver et emménager le soir même, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai pris 1 semaine de Airbnb et finalement en fait comme j'avais pris des contacts avant d'arriver, dans les derniers jours où j'étais en France, j'ai fait une visite le lendemain de mon arrivée, j'ai visité à midi et à 20 h j'ai emménagé. Donc voilà, aujourd'hui c'est quand même vraiment l'exception ce genre de choses alors qu'à l'époque c'était beaucoup plus courant. Si vous avez la possibilité, je vous encouragerais aussi à choisir un Airbnb qui a la possibilité d'annuler sans frais. Comme ça, si vous trouvez un logement beaucoup plus rapidement que ce que vous aviez prévu, j'ai envie de dire, vous pouvez partir sans que ça vous coûte un bras. On bascule sur le logement, mais en France, je rangerai et trierai bien toutes les affaires que je laisse en France au cas où je ne revienne pas. Alors pour moi, c'était bien rangé, j'avais tout vendu.
parce que j'avais besoin d'argent, donc en fait je m'étais dit qu'il valait mieux que je prenne l'argent et puis que voilà, je m'étais dit on verra bien au retour comment ça se passe, parce que je trouvais ça dommage d'avoir des trucs qui allaient dormir en fait dans le garage de ma famille alors que j'avais besoin d'argent et que ces trucs-là pouvaient être utilisés par d'autres personnes et que de toute façon je m'étais dit j'aurais pas le même logement, ça va peut-être pas rentrer, machin et tout ça. Donc tout a été vendu, mais ça m'a quand même pris plusieurs années en fait et plusieurs voyages en France pour trier tout ce qui restait parce que j'avais peut-être une dizaine de cartons et que j'ai du coup dispersé en fait autour de moi parce qu'il y avait beaucoup de vaisselle, genre j'avais un tapis que ma mère a récupéré. C'est vrai que tout ce que j'avais pas vendu et que j'avais gardé, par exemple la vaisselle, ça s'abîme pas donc c'est pas très grave. J'avais quand même la possibilité de les réutiliser si je rentrais, donc c'était un petit peu, j'ai envie de dire, une sécurité. Je le voyais pas vraiment comme ça, mais c'est maintenant en vous en parlant, peut-être que voilà, c'était une petite sécurité d'avoir quand même encore 2-3 trucs. Mais à un moment donné, c'est aussi symbolique en fait de ne plus avoir ces affaires en France. Et en tout cas, ça l'a été pour moi. C'est que ma vie est à Toronto, je construisais quelque chose ici et que ça ne me servait pas en fait d'avoir ces affaires-là en France. Donc autant les donner, autant que les gens autour de moi puissent en profiter. Donc voilà, maintenant je pense que honnêtement il doit me rester peut-être un carton avec de la vaisselle parce que personne ne l'a voulu dans ma famille et que ça gêne personne et que honnêtement j'avais oublié jusqu'à ce que je prépare cette vidéo. Donc peut-être que la prochaine fois on pourra trier, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'avais pas emmenées les premières années et puis après que je triais mes cartons, je me disais ah ben ça finalement ok, je vais les prendre, ça m'intéresse. Mais après, je me disais aussi que si ces affaires-là, elles étaient dans des cartons depuis 1 an et que j'y avais pas pensé, et que j'avais réussi à m'en passer, c'est que j'en avais pas besoin. On rebascule sur le logement au Canada. C'est que je contacterai des gens pour faire des visites dans des logements les derniers jours avant le départ pour avoir des rendez-vous à l'arrivée comme moi j'ai fait à l'époque. J'ai une vidéo qui sera sortie juste avant sur comment choisir son quartier à Toronto. Je vous invite à aller la voir, il y a plein de conseils aussi par rapport au logement. Et j'ai un article sur le blog aussi avec des conseils pour trouver son logement à Toronto et des recommandations aussi pour les agents immobiliers puisque les agents immobiliers ici sont à la charge du propriétaire. Donc vous, en tant que locataire, vous ne payez rien. Donc autant profiter de l'expertise des gens sur place, surtout quand ça ne coûte absolument rien. Et pour finir, j'ai fait une catégorie qui s'appelle vrac parce que je ne savais pas vraiment où mettre ces choses-là. Mais je voulais quand même le partager avec vous. C'est que je profiterai de voyager en Europe pour pas cher et pas loin avant de tout quitter et de comprendre à quel point c'était cool d'avoir tout autour de soi pour pas cher. J'ai pas beaucoup voyagé en Europe avant de déménager au Canada et c'est vrai que j'ai réalisé en étant ici que c'est beaucoup plus cher de voyager au Canada. D'ailleurs, j'ai une vidéo où j'en parlais aussi parce que je parlais des choses que j'aimais moins à Toronto et je vous la mettrai en barre de description si vous voulez. Et ça, c'est vraiment un des points les plus négatifs. C'est que tout coûte très cher, le pays est immense et dès que vous voulez voyager, en fait, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Alors qu'en Europe, vous pouvez facilement voyager, juste même pour un week-end. Donc c'est vraiment quelque chose dont je profiterai avant de faire le grand saut vers l'Amérique du Nord. Un autre point, et alors là, c'est vraiment moins cool, mais je voulais en parler parce que c'était quand même important, c'est vérifier bien les conditions de vos assurances rapatriement si vous arrive quelque chose. Malheureusement, comme je vous disais, c'est vraiment pas fun, mais c'est arrivé l'année dernière à une de mes abonnées en fait, qui est décédée au Canada et ça a été très compliqué pour sa famille et surtout très cher pour pouvoir la faire rapatrier. Donc, je vous invite à vraiment bien regarder cette clause-là et à ce que les informations soient claires aussi pour votre famille parce que c'est déjà compliqué de gérer une situation comme ça, mais quand en plus on rajoute la distance à un pays qu'on ne connaît pas, une langue qu'on ne maîtrise pas, donc il faut aussi se mettre à leur place et simplifier les choses au maximum. Bon, c'est vrai que du coup je finis cette vidéo sur une note un petit peu triste, mais il faut parler des sujets difficiles aussi comme ça parce que c'est pas quand ça arrive en fait qu'il faut s'en soucier et que je suis là pour vous parler du bon, du moins bon, de ce qui fait peur, ce qui fait moins peur et que ça c'est un point pour moi qui est hyper important et que j'avais pas envie de laisser de côté. Je réalise aussi en arrivant à la fin de cette vidéo que ça fait beaucoup de choses. J'ai vraiment essayé de couvrir tous les aspects pour vous aider au maximum. Ça m'a rendu un petit peu émotif quand même de repenser à tout ça et à qui j'étais et comment je me suis préparée à venir ici il y a 10 ans. Ça passe tellement vite et j'ai l'impression en fait que c'est tellement loin et que c'était tellement une autre personne, une autre vie. C'est incroyable de voir aussi le chemin parcouru et aujourd'hui d'être capable de prendre du recul là-dessus. Mais je vous garderai tout ça pour une vidéo récap des 10 ans si vous voulez cet été puisque ça fera 10 ans le 1er juillet. Dites-moi si ce genre de vidéo peut vous intéresser et sous quel format, qu'est-ce que vous aimeriez entendre sur ces 10 ans. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine. J'espère que ça vous a aidé.
Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner si ce type de contenu vous plaît, laisser un petit commentaire, laisser un like. C'est comme ça que je sais si ce type de contenu vous plaît. Vous pouvez aussi bien sûr me rejoindre sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.